Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast animé et maintenu par Driss Rally. Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous trois tendances de fond qui animent encore en sous-marin l'âme occidentale. Ce sont comme des rivières souterraines qui déterminent certaines postures, certains discours, mais qu'il est difficile de saisir comme ça à première vue. Et qui expliquent beaucoup le côté un peu irritant, un peu voire délirant de certaines attitudes, de certains discours progressistes que l'on entend toujours, pétris de bienveillance, de bonne volonté, d'innocence, de candeur. Et on ne comprend pas pourquoi les gens ils sont aussi bornés, aussi butés, alors que le réel crie tous les jours que leur croyance nous mène tous, toutes et tous, à la catastrophe. Un exemple, après chaque attentat, les gens vont déposer des fleurs et dire vous n'aurez pas ma haine. C'est délirant, enfin, c'est sidérant de bêtises et de candeur et de faiblesse. Et normalement, ces choses-là m'énervent, mais plus j'avance, plus je me dis que il y a d'autres, enfin, ces attitudes sont dictées par des phénomènes beaucoup plus souterrains, beaucoup plus profonds, et qu'il est nécessaire de déchiffrer en espérant les démanteler un jour ou l'autre. Et le plus tôt sera le mieux parce que le temps presse. J'en ai identifié trois, il y en a certainement d'autres, mais j'en ai identifié trois que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est le catholicisme refoulé. Bon, je voudrais pas paraphraser ou copier Todd, qui a parlé de ce sujet il y a longtemps, mais c'est cette espèce de bonne volonté qui est digne d'un mauvais catholicisme. D'un catholicisme qui n'a pas été bien compris, d'un catholicisme qui était déjà démantelé ou tellement atténué. Une foi catholique, une pratique catholique, une manière d'être catholique qui était tellement atténuée, tellement effacée, tellement délavée, que l'on n'en garde que quelques aspects assez caricaturaux, une parodie du catholicisme, notamment par ce complexe de culpabilité. Voilà. Vous voyez, donc les gens, les Français, sont les premiers à se morfondre, à faire pénitence, à s'accuser de tous les maux du monde. Donc là, ça fait penser à la repentance, un sport national. On dirait qu'il y a que les Français qui ont commis des crimes de guerre, alors que j'attends toujours que les Turcs assument le sang sur leurs mains du génocide arménien commis en 1915. Parfois, je me dis que grâce à Dieu, Gengis Khan n'a pas été gaulois, sinon on aurait été bon pour un autre round, une autre dose de repentance, parce que lui, je pense que la moitié ou le tiers de l'humanité a quelque chose à reprocher à Gengis Khan. De l'Inde, à la Chine, en passant par l'Asie centrale et la Perse. Voilà. Donc, ce complexe de culpabilité, il est extrêmement fort, extrêmement irritant, et il habite la plupart de ces tendances, la progressiste, bien pensantes, qui nous énervent tellement. Par exemple, la notion de viande. Les gens ne veulent plus consommer de viande, ou la consommation est en train de baisser, et c'est une punition. Les gens se punissent, ils cessent de consommer de la viande, ou ils en consomment moins, pour sauver la planète. Voilà. Donc c'est une punition, c'est faire pénitence. C'est un concept extrêmement chrétien, extrêmement catholique. Et les gens croient qu'en arrêtant de manger de la viande, en se punissant, parce que la viande c'est quand même très bon, en se punissant, ils vont sauver l'Amazonie, voilà, les gens vont arrêter les agriculteurs vont arrêter de planter du soja, les vaches vont arrêter de brouter dans les pâturages du Brésil, et le monde sera sauvé, voilà. Donc c'est du catholicisme, bon, toi disais du catholicisme zombie, moi je dis un catholicisme dégradé, délavé. C'est comme vous savez, quand vous partez, je reviens de Rome, mais c'est comme le Circus Maximus, là, pas loin du Colisée, là où il y avait les courses là, des chevaux. Tout a disparu, il n'est resté que le format original du monument. Et c'est comme si on prenait les contours, les vestiges, les débris, voilà. C'est comme si on prenait les débris d'une chose pour la chose. Là, les débris imaginez que le catholicisme aujourd'hui, c'est une jarre, c'est un bibelot cassé. Mais il n'y a plus que les débris.
et nous prenons les débris, nous voyons sur un des débris, nous voyons une petite image, un petit truc. On croit que ça, c'est l'essentiel. On en fait une théorie, on dit voilà, le catholicisme, c'est la culpabilité. Alors, c'est pas ça, le catholicisme. Ou c'est pas seulement ça. Eh bien, ces espèces de débris sont restés dans les âmes des gens, dans leurs inconscients, dans leur driver profond, dans leur moteur émotionnel, et s'expriment comme ça. Alors, les gens ils peuvent être athées, progressistes, tout ce que vous voulez, mais ils ont gardé ces débris-là. Ils n'ont pas encore été digérés, dilués, éliminés. Et parce qu'il faudra des générations pour ça. Hein, et ces débris-là sont à l'œuvre. Une autre rivière souterraine qui alimente actuellement les mentalités occidentales et dont leur aspect le plus décadent, je dirais, c'est cette espèce de course au tabou. On a enlevé tous les tabous. Enfin, d'un côté, on a enlevé tous les tabous, notamment, enfin, les tabous, j'allais pas dire naturels, mais communs de l'humanité ou de quelques civilisations importantes, notamment le tabou par exemple, je sais pas moi, l'homosexualité n'est plus un tabou. Moi, je suis plutôt, je trouve que c'est une avancée, hein. Mais c'était un tabou il y a juste 30 ans, et dans la plupart des pays d'Afrique, d'Asie, tout ça, c'est un tabou encore. Nous avons cassé le tabou qui disait que la procréation avait un lien avec la sexualité. Maintenant, avec la PMA, ben, nous avons cassé le lien entre la sexualité et la procréation. Nous avons détruit un tabou qui est un tabou très fort. Le corps de la femme, sa nudité était un tabou. Enfin, montrer ses nichons, c'est pas quelque chose qui est tout à fait commun dans l'histoire humaine. Eh bien, je pensais aux femmes, mais enfin bon, c'est devenu quelque chose de naturel ou de commun. Le porno lui-même a cassé plusieurs tabous dans la société occidentale. Et on a l'impression que la main droite a cassé le tabou, l'a détruit, et la main gauche est désespérée pour recréer du tabou. Et le tabou, nous savons plus quoi mettre comme tabou, parce que les tabous habituels qui étaient de l'ordre du sexuel, de l'ordre du sociétal, de l'ordre de la vie, la procréation, de l'ordre de la bioéthique, par exemple. Ben, ces tabous-là, puisqu'ils n'existent pas, nous avons détruit. Eh bien, nous créons des tabous ailleurs. Et par exemple, nous sommes en train de sanctuariser la nature. Vous voyez le délire et l'hystérie collective au sujet de l'Amazonie. Monsieur Macron qui vous dit qu'il faut internationaliser l'Amazonie, enfin, il s'est pas entendu, hein. Eh bien, c'est un tabou parce qu'on est en train comme on n'a plus de tabou sur le reste, eh bien, on dit l'Amazonie c'est une zone intouchable. Voilà. Qu'est-ce qu'un tabou? C'est une zone intouchable. C'est un espace intouchable, on n'a pas le droit de rentrer, on n'a pas le droit d'explorer. On finit par le protéger ainsi, puisque plus on éloigne les hommes d'un territoire, plus il est préservé. Mais au fond, c'est juste un tabou. Le migrant est devenu une sorte d'un tabou. Bon, c'est pas un tabou parfait, grâce à Dieu, ce tabou n'a pas encore pris, mais on peut plus dire, enfin, le migrant est une sorte de saint, de sauveur de la civilisation, une chance pour l'Europe, une chance pour j'écoutais là, je crois qu'un commissaire européen, je sais plus, il disait que le migrant était la chance, était l'unique alternative au déclin de l'Europe. Mais bon, je sais pas si ces mecs s'entendent quand même, hein. Voilà, c'est un tabou. Ce type est en train de contribuer à édifier un nouveau tabou. Vous voyez, cette espèce de sanctuarisation de la nature, je suis pour évidemment il faut préserver. Mais vous voyez les réactions hystériques par rapport à l'aéroport de Nantes, là, je sais plus, là, les Zadistes, tout ça. On voit bien que ces personnes-là, elles sont la contradiction en elles-mêmes. Bon, nous sommes tous contradictoires, c'est ce qui fait notre aspect intéressant, nous les hommes et les femmes, les êtres humains. Mais quand même, qu'on voit des gens qui cassent tous les tabous sociétaux, tous les tabous de la bioéthique, et en même temps, ils sont obsédés, à la limite de l'hystérie, par la création de tabous modernes. Et notamment l'histoire même l'histoire d'antispécisme, tout ça, vous voyez, c'est un phénomène carrément religieux, où on a besoin de dire, de séparer la lumière de l'ombre. L'espace où l'homme et la femme ont le droit de se mouvoir, les choses qu'ils ont le droit de manger, et le reste qui est hors de portée. Et donc, donc ça fait le phénomène extrêmement humain. Hein, donc,
Ce qui fait que nous sommes encore, malgré notre prétention, notre morgue, notre snobisme, nous, génération de l'iPhone et de l'intelligence artificielle, nous restons humains malgré nous et malgré tout. Enfin, le troisième élément qui est toujours moi que je lis de plus en plus clairement en creux là, des attitudes du monde occidental et surtout de la France, c'est l'européocentrisme. C'est-à-dire que j'aime pas ce terme-là, mais l'homme blanc se sent encore responsable de la marche du monde et du bien-être de tout le monde, hein, de toutes les civilisations. Qu'est-ce que Open Arms? Qu'est-ce que SOS Méditerranée ou Mediterranean Watch ou Sea Watch, je ne sais plus? Que représentent ces ONG-là, tout ce mouvement-là de frontières ouvertes, de sauvetage en mer des migrants? Eh bien, c'est notre européocentrisme, c'est-à-dire qu'on se sent encore on se sent obligé de réparer les bêtises des autres. Quand quelqu'un se jette à la mer avec enceinte ou avec femme et enfant, ben, il prend un cours, un danger, il commet une bêtise. Quand quelqu'un se jette dans les bras de la mafia libyenne, bon, c'est pas très drôle, hein, mais il commet une bêtise. Et nous, parce que c'est connu dans toute l'Afrique, en Libye, il y a l'esclavage, il y a des atteintes aux droits de l'homme assez. Enfin, c'est une situation dantesque. Tout le monde sait que la transversée de la frontière à Ceuta, frontière Maroc-Espagne à Ceuta, est terrible, qu'elle est inhumaine. Donc quand on s'expose à ces péripéties-là, soit on commet une bêtise, soit on court un risque qui est tout à fait, comment dirais-je, dont on est responsable. Eh bien, que fait l'homme blanc? Ben, il prend les gens pour des enfants et il répare les bêtises des gens. Voilà, il répare ces bêtises-là et à l'inconscience de parents qui jettent leurs enfants dans la mer en croyant qu'ils vont être récupérés. Et quand on les récupère, bien sûr, il y a l'acte humaniste. Moi, évidemment, quand il y a un naufrage, il faut récupérer les gens. Je tire mon chapeau aux gardes-côtes italiens, maltais, espagnols et autres. Hein, attention, à la Croix-Rouge, je ne dis pas qu'il faut laisser mourir les gens. Je dis tout simplement que répéter 6 mois dans l'année, parce que ça se passe surtout durant les beaux jours, hein, de l'été, du printemps et début de l'automne, répéter durant 6 mois dans l'année dans la Méditerranée la farce, la tragédie de ces traversées complètement hallucinantes, où le taux de perte, le taux de naufrage est énorme, parce que les gens se jettent dans des bouées pour traverser vers Lampedusa ou vers l'Espagne. Répéter ça, c'est de l'inconscience et c'est se prendre pour c'est une attitude paternaliste où on dit que l'Africain ne pense pas, on dit que c'est un grand enfant et il n'est pas responsable de son malheur. Eh bien, excusez-moi, je suis désolé, quand quelqu'un se jette à la mer alors qu'il n'est pas poursuivi, qu'il n'y a pas le feu chez lui, eh bien ce quelqu'un-là, il commet sinon une irresponsabilité, autrement une bêtise. Si on veut réellement régler le problème, si on veut réellement sauver des vies, eh bien, il faut démanteler les mafias. Moi, je dis au PNA, c'est toutes les ONG bien pensantes, tout ça, qui dépensent beaucoup d'argent en Méditerranée, vous devriez demander une intervention étrangère de l'OTAN au Soudan, en Érythrée, en Libye, au Sinaï, pour démanteler les camps de torture. Il y a des camps de torture aujourd'hui des migrants dans ces pays-là. Vous devriez demander à Interpol de faire son job et d'aller démanteler les filières qui traversent le Sahel avec des colonnes de 20, 30 4x4, 30 pick-up, où voilà, on est à la barbe de l'opération Barkhane et des satellites américains. C'est-à-dire, tout ça, on le sait. Vous devriez demander, je ne sais pas moi, le renouvellement des élites africaines et sahéliennes et nord-africaines, puisque les gens qui se jettent à la mer, ils fuient d'abord leurs élites, qui ne savent pas gouverner les pays. Il y a évidemment des guerres, bien sûr. On dirait en Libye, il y a une guerre, d'accord. Donc si les Libyens fuient la Libye, je veux bien, j'entends. Mais je suis désolé, là en Érythrée, il n'y a pas de guerre, au Soudan du Nord, il n'y a pas de guerre, au Maroc, il n'y a pas de guerre, en Algérie, il n'y a pas de guerre, en Guinée, il n'y a pas de guerre, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre, au Sénégal, il n'y a pas de guerre, pourtant les gens se cassent. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils fuient? Ils fuient la mauvaise gouvernance. D'accord? C'est ça qu'ils fuient. Eh ben, il faut renouveler les élites du Sud. Ça, c'est un combat, c'est une cause que je peux entendre. Non, ce n'est pas en déplaçant le Sud vers le Nord qu'on règle le problème du Sud. Si on respectait vraiment les Africains et les Nord-Africains, eh bien, on les aiderait pas à se développer. On leur donnerait d'abord le discours, on leur tiendrait un discours de responsabilité, qu'ils refassent leur gouvernance,
qu'ils renouvellent leurs élites, et ensuite on verra, on peut collaborer. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des transferts de fonds, bien sûr qu'il faut que l'ONU, la FAO aide les pays du Sud à se développer. Ça fait 60 ans qu'on le fait et ça bouge pas. Donc il y a un problème qui est ailleurs, c'est pas un problème de transfert de fonds ou d'aide financière. C'est un problème de gouvernance, d'élite. Donc si on prend les gens vraiment au sérieux, il faut qu'on les aide à renouveler ces élites-là. D'accord? Il faut qu'on les incite à se prendre, à devenir acteurs de leur vie. C'est à eux de nous demander de l'aide au niveau de la gouvernance. C'est pas à nous d'aller frapper à la porte et leur dire quoi faire, hein. De libéraliser l'économie ou de la réguler ou de faire ci ou de faire ça. C'est à eux de se prendre en main. C'est à eux de faire leur plan. C'est pas à nous de faire le plan à la place des gens. Et c'est surtout pas à nous de transférer la jeunesse africaine et maghrébine en France grâce à Open Arms et autres et croire que ça c'est la solution. Ça c'est pas la solution. C'est du paternalisme comme je viens de le dire. C'est anti-productif puisqu'on enlève les forces vives africaines et maghrébines. Et ensuite, c'est pas juste par rapport aux populations françaises et européennes qui, comment dirais-je, qui ont le droit de vivre, qui ont le droit de prolonger leur civilisation. Les gens n'en ont pas demandé à le multiculturalisme. Et derrière tout ça, on trouve cette espèce de supériorité de l'homme blanc, même si j'aime pas l'expression, d'européocentrisme, où on vous dit, vous inquiétez pas, le multiculturalisme va bien fonctionner, alors qu'on n'a jamais vu fonctionner en Europe. Enfin, depuis 500 ans, déjà en France, la France n'a pas vu le multiculturalisme depuis des siècles. En Espagne, il n'a pas fonctionné pendant 8 siècles, je ne sais pas pourquoi il va fonctionner maintenant. Eh bien, on vous dit, non, ne vous inquiétez pas, il va fonctionner. Parce qu'on est supérieur. On se croit des demi-dieux. On prend les gens qu'on amène, les gens du Sud qu'on transfère au Nord, comme des grands enfants. Il suffit de leur donner la sécurité sociale et la CMU et, je sais pas moi, le Wi-Fi et la 4G pour qu'ils soient comme des gentils moutons qui vont rien demander et ils vont s'insérer dans une société multiculturelle. Non, ça ne marchera pas comme ça. Les gens ne sont pas que des acteurs économiques ou que des ventres affamés. Les gens sont autre chose et heureusement. Les individus sont beaucoup plus riches que ça. Ils sont beaucoup plus complexes. Voilà, donc trois instances, 3 rivières souterraines, 3 mécanismes, 3 drivers, 3 moteurs psychologiques et émotionnels qui travaillent les mentalités françaises et occidentales en général. Cette espèce de catholicisme refoulé, un catholicisme qui est dégradé, qui est délavé. C'est pas une idée de catholicisme grande civilisation qui a conquis le monde, une partie du monde et qui a fait la splendeur de l'Europe et de l'Occident. Non, c'est un catholicisme vraiment qui est déjà, c'est un squelette cassé, hein, qu'on est en train de, où on appuie sur l'os ou les os de la repentance, le complexe de la culpabilité, une certaine candeur, bienveillance exacerbée. Voilà. Le deuxième point, c'est le tabou, la recherche absolue du tabou, puisque nous sommes restés des hommes et des femmes, donc des êtres humains. On a besoin de décréter des tabous, même les plus absurdes. Et enfin, l'européocentrisme. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire tourner et puis à en parler autour de vous. Merci, à bientôt.